À un petit restaurant de plage sous des toits de tôle cliquetant et un soleil de Floride dur, un berger allemand blessé gisait piégé à l'intérieur d'une cage rouillée. Les gens riaient, les téléphones enregistraient. Personne n'intervint. Ils ne remarquèrent pas l'homme tranquille se tenant à proximité, regardant de trop près. Ils ne savaient pas que son silence était façonné par la guerre, et ils n'avaient aucune idée que c'était son chien. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, veuillez vous abonner pour plus. L'air du golfe à Cider Bay portait le sel, l'huile de friture et un soleil d'après-midi brillant qui faisait que tout semblait pardonné, même les choses qui ne l'étaient pas. Il entra dans l'endroit de poulet et hamburger comme si le bruit lui avait appris à ne plus faire confiance au bruit. 35, peut-être 36, aux épaules larges mais pas ostentatoires, bâti comme un homme qui pouvait traîner son propre passé sans demander d'aide à personne. Il portait une casquette de baseball délavée tirée bas, un t-shirt uni sous une veste usée et des bottes éraflées de la manière honnête par l'usage, pas par la mode. Son visage avait les angles nets de la discipline, des cheveux noirs coupés courts, une barbe taillée qui suivait une mâchoire dure, et une fine cicatrice pâle coupant un sourcil comme une phrase qu'il n'avait jamais terminée. Il ne cherchait pas l'attention. Ses yeux faisaient ce que son corps avait appris à faire il y a longtemps, compter les sorties, lire les mains, mesurer la distance. Le calme reposait sur lui comme un manteau bien usé, non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il avait été puni pour avoir ressenti au mauvais moment. Il commanda une tasse d'eau glacée à un adolescent à la caisse, hocha la tête poliment et se glissa dans une banquette en vinyle près du coin, où il pouvait voir la porte d'entrée et le couloir latéral en même temps. La banquette grinça comme si elle avait des opinions. Il l'ignora. Il avait ignoré des choses plus bruyantes. Le restaurant sentait la peau croustillante et la vieille graisse, le genre qui s'accrochait à vos vêtements comme une confession que vous n'aviez pas l'intention de faire. Et au-dessus, un ventilateur de plafond tournait lentement, comme si même l'air était fatigué de se presser. Il n'était pas là pour le confort. Il était là parce que la faim était plus facile à admettre que le chagrin. Pendant des mois, il s'était dit qu'il était passé à autre chose. Les gens disaient cette phrase comme si c'était une route que vous pouviez prendre, comme une autoroute avec des panneaux soignés et pas de détour. Mais il avait appris la vérité. Vous ne passez pas à autre chose de certains liens. Vous bougez avec eux, traînant leurs ombres comme une deuxième laisse. Il gardait ses mains enveloppées autour de la tasse en plastique suante, écoutant le doux sifflement des distributeurs de soda, le froissement des sacs en papier, les mouettes lointaines à l'extérieur. L'océan était assez proche pour que vous puissiez le goûter si vous respiriez mal. Des rires éclatèrent à travers la pièce près des machines à soda, aigus, forts, insouciants. Ce n'était pas le rire de gens qui avaient gagné la joie. C'était le rire de gens qui utilisaient la joie comme une arme. Un groupe de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, le genre de riches qui arrivaient tôt et restaient, groupés près du mur carrelé comme si le restaurant leur appartenait. Leurs polos semblaient fraîchement repassés. Leurs montres captaient la lumière du soleil et la rejetaient comme de minuscules éclairs d'arrogance, et leurs chaussures étaient ainsi propres qu'elles semblaient offensées par le sang. Ils se déplaçaient avec l'aisance de leurs droits des garçons qui n'avaient jamais reçu de nom par quoi que ce soit d'important. L'un avait des cheveux lâches et bouclés et des lunettes de soleil perchées sur son visage, même à l'intérieur. Un choix ridicule qui se sentait en quelque sorte comme une déclaration. Je peux enfreindre les règles et être toujours en sécurité. Un autre tenait son téléphone au niveau de la poitrine, filmant avec un sourire narquois, comme si la cruauté était du contenu et que le monde existait pour fournir un public. L'homme dans la banquette ne les regarda pas au début. Il avait appris que fixer pouvait déclencher des guerres, et il avait passé des années à apprendre comment les terminer, mais son attention se déplaça quand même, silencieusement, instinctivement, parce que quelque chose dans le son de leur rire portait une forme familière,
le son d'une meute qui tourne en cercle. Puis il le vit. À moitié caché derrière une poubelle près de la porte étroite qui menait à la zone de stockage, se trouvait une cage en métal, pas une caisse de transport humaine, une barre rayée et tordue, comme si quelque chose de fort avait essayé de discuter avec elle et avait perdu. Les lumières fluorescentes au-dessus rendaient le métal d'apparence maladive, comme de l'os sous la peau. À l'intérieur, recroquevillé serré comme s'il essayait de se replier hors de l'existence, gisait un berger allemand. Le pelage du chien était noir et feu, mais terni par la négligence en une version poussiéreuse et fatiguée de lui-même. Son museau était saupoudré de gris, le genre qui vient avec l'âge et les saisons difficiles, et une oreille était un peu de travers, cicatrisée le long du bord, une petite marque dentelée qui semblait avoir été gagnée au travail, pas infligée pour le sport. Ses côtes se devinaient sous un pelage clairsemé. Ses pattes étaient trop immobiles. Toute la posture du chien était la posture d'un animal qui avait appris la dangereuse leçon que le mouvement attire la douleur. Pourtant ses yeux ambres, vigilants, éveillés de manière déchirante, suivaient tout avec l'intelligence patiente d'une créature qui refusait de céder la dernière chose qu'il possédait, la conscience. Les doigts de l'homme se resserrèrent autour de sa tasse jusqu'à ce que le couvercle craque. Sa gorge devint sèche, ce qui semblait injuste considérant l'eau glacée dans ses mains. Pendant un instant, le restaurant se floua sur les bords, comme la chaleur montant de l'asphalte, et un souvenir se pressa, proche, fourrure chaude sous sa paume, une présence constante à son genou, un nom qui avait été prononcé plus dans son esprit qu'à voix haute dernièrement. Il ne voulait pas croire ce que son corps avait déjà décidé. Près de la cage, le jeune homme aux cheveux bouclés tapotait les barreaux avec une articulation. Ping, ping. Le son était faible, mais il fit tressaillir le chien. Le jeune homme rit et se pencha vers ses amis comme si le tressaillement était une chute. « Regardez-le trembler, dit-il, assez fort pour que la moitié du restaurant entende, les mots dégoulinants de moquerie. Un chien policier est fini. Je suppose que les jours de héros sont terminés. » Celui qui filmait gloussa et inclina le téléphone plus près. Un autre gamin, maigre, aux traits acérés, avec un petit sourire suffisant qui n'atteignait pas ses yeux, jeta une tasse de glace sur la cage. Les cubes s'entrechoquèrent contre le métal et glissèrent sur le carrelage comme des dents. La patte arrière du chien trembla une fois. Il essaya de se recroqueviller plus fort. Il n'y avait nulle part de plus serré où aller. Quelque chose dans la poitrine de l'homme craqua, pas bruyamment, pas dramatiquement, mais comme une vieille charnière, renonçant finalement à faire semblant de ne pas être rouillé. Il glissa hors de la banquette et se leva. Il n'était pas assez grand pour se dresser comme une star de cinéma, mais il portait une sorte de gravité qui faisait que l'espace se réarrangeait. Il marcha vers la cage à un rythme régulier. Pas de précipitation, pas d'élan, pas de spectacle, juste l'intention. De près, il put voir que le pelage du chien était emmêlé le long du cou. Des brûlures de cordes, faibles mais indubitables, ceinturaient de la fourrure comme des colliers fantômes. Une éraflure en guérison parcourait le flanc du chien, mal soigné. L'homme déglutit difficilement parce que la colère monta, chaude et immédiate, et il avait passé des années à s'entraîner que la colère était un outil, pas un maître. Il s'agenouilla quand même, s'abaissant jusqu'à ce que ses yeux soient au niveau du regard ambre derrière les barreaux. Le chien regarda en retour, et dans ce regard il y avait quelque chose qui ressemblait à une question et un avertissement tout à la fois. « Es-tu réel? » »« Ne pars pas. » L'homme expira lentement, rendant son souffle aussi doux que la mer à l'extérieur. Sa voix sortit basse et régulière, plus une prière qu'une affirmation. « Rangez, » murmura-t-il. La tête du chien se souleva d'une fraction. Une oreille tressaillit, combattant l'instinct et la mémoire. Puis la queue, à peine presque timide, bougea une fois contre le sol de la cage. Une petite reconnaissance tremblante.
Les yeux de l'homme picotaient, ce qui était ridicule. Il avait regardé en face des choses plus dures que les larmes. Les larmes étaient pires parce qu'elles signifiaient que quelque chose importait toujours. Les rires derrière lui trébuchèrent pendant une demi-seconde, comme si la meute n'était pas sûre de savoir comment réagir à la tendresse. Puis il rugit de nouveau plus fort parce que la cruauté devient souvent plus forte quand elle sent qu'elle perd le contrôle. Le chef s'avança. Il était jeune, peut-être 20 ans, avec une coupe de cheveux nette qui semblait chère et un visage qui n'avait pas encore appris l'empathie. Ses yeux étaient froids d'une manière qui suggérait qu'il n'avait jamais eu à payer pour ce qu'il faisait. Il s'appuya sur la cage avec désinvolture, comme si c'était un tabouret, comme si le chien à l'intérieur était un meuble. « Tu penses que c'est ton chien? » dit-il, la voix douce d'un dédain pratiqué. « Prouve-le. » L'homme ne discuta pas. Discuter était ce dont les brutes se nourrissaient. Il tendit la main dans sa veste et en sortit une carte d'identité usée. Les bards étaient adoucis, manipulés trop de fois, la façon dont les gens touchent les reliques quand ils essaient de ne pas casser. Dessus se trouvait une photo. L'homme plus jeune, debout à côté d'un berger allemand, avec la même cicatrice le long de l'oreille, une paire assortie, une histoire. Le chef prit la carte, y jeta un coup d'œil et haussa les épaules comme si la vérité était un passe-temps ennuyeux. « Ressemble à tous les autres bergers, dit-il, la lui rendant. L'un des autres ricana et le gamin aux cheveux bouclés avec les lunettes de soleil d'intérieur inclina la tête comme s'il regardait un spectacle. Le chef fit claquer ses doigts dans un ordre paresseux. « Emmenez la cage à l'arrière, dit-il. Voyons combien Ranger se souvient qui est le propriétaire. » La porte de stockage s'ouvrit en grinçant. La lumière du soleil se déversa de l'extérieur, brillante, dure, presque comme une lame comparée à la fluorescence fatiguée du restaurant. La luminosité soudaine fit haleter plus vite le chien à l'intérieur de la cage, comme si même la lumière du jour était devenue quelque chose à craindre. Deux des jeunes hommes se dirigèrent vers la cage. Les mains tendant vers le métal. L'homme se leva d'un mouvement fluide et s'interposa entre eux et les barreaux. Il ne leva pas le poing. Il n'éleva pas la voix. Il se tint simplement là, solide comme un poteau, enfoncé profondément dans le sol, bloquant le chemin avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait appris que la ligne la plus forte est parfois celle que vous refusez de traverser. Pendant un battement de cœur, le restaurant devint étrangement immobile. Les frites grésillèrent derrière le comptoir. Le ventilateur de plafond continua de tourner. Quelque part, une mouette cria comme un chahuteur du ciel. Les yeux ambres du chien se fixèrent sur le visage de l'homme, grand et brillant, comme une aiguille de boussole se fixe sur le nord. Et puis, clic. Un petit son à peine plus fort qu'un couvercle de soda qui s'encliquette. Pas un pistolet, pas une menace. Une caméra de téléphone commençant à enregistrer. La main qui le tenait tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Le sourire du chef s'aiguisa et la porte de stockage s'ouvrit plus largement, laissant le soleil se répandre plus loin sur le carrelage comme un projecteur, cherchant une victime. June avait appris tôt que la survie portait parfois le visage de la cécité. À 24 ans, elle était mince à cause de longs quarts de travail et de repas sautés, ses cheveux bruns épinglés en un chignon pratique qui se relâchait à midi, sa peau légèrement tachetée de rousseur par des années de soleil de Floride qui trouvait son chemin à travers chaque fenêtre. Elle se déplaçait derrière le comptoir avec une efficacité tranquille, les yeux baissés, la voix polie, le calme pratiqué de quelqu'un qui savait quelle bataille coûtait trop cher à combattre. À Cedar Bay, garder son emploi signifiait souvent garder sa bouche fermée. Mais le son qui flottait de la porte de stockage, le raclement de métal sur le béton, la montée aiguë des rires, coupa à travers sa routine comme une lame à travers du papier. Elle ne regarda pas au début, puis elle le fit et le choix s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Elle tendit la main dans la poche de son tablier et en sortit son téléphone. Il y avait un numéro enregistré là qu'elle espérait ne jamais réutiliser.
étiqueté simplement urgence, restant d'un feu de graisse des mois plus tôt qui avait presque transformé la cuisine en four. Ses pouces bougeaient sans drame, rapides et précis comme si ses mains avaient déjà décidé. Ils emmènent la cage à l'arrière. Ils frappent un chien. Elle envoya le message et rangea le téléphone, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que quelqu'un l'entendrait par-dessus le grésillement des friteuses. Elle continua d'essuyer le comptoir parce que la peur, elle l'avait appris, pouvait être cachée dans des mouvements familiers. Dehors, le soleil n'avait aucune pitié. Il descendait sur le béton dans un éblouissement blanc et battant qui aplatissait les ombres et faisait scintiller l'air. Le terrain arrière sentait le pavé chaud, la vieille huile et le sel à portée du golfe, une odeur qui signifiait habituellement week-end et liberté. Aujourd'hui, cela ressemblait à une exposition. Le groupe de jeunes hommes traîna la cage en métal à ciel ouvert avec un soin théâtral, la posant comme s'ils montaient une scène. Ils avaient tous environ 20 ans, vêtus de polos propres et de shorts qui n'avaient jamais connu la sueur, les poignets scintillants de montres qui captaient de la lumière et la rejetaient comme des défis. Leurs visages portaient la confiance facile de gens à qui on n'avait jamais dit non par quiconque dont l'opinion comptait. Ils riaient fort parce que le rire était leur bouclier et ils aimaient le son de son écho. Ils voulaient un spectacle. Ils voulaient des danses et du bruit et une raison de dire après coup qu'ils avaient été menacés. L'un d'eux fit le tour de la cage, tapotant les barreaux avec un doigt. Un autre leva son téléphone pour enregistrer, narrant d'une voix faussement sérieuse destinée à amuser un public invisible. Le chef, jeune, bien soigné, les yeux froids malgré son sourire lisse, fit un geste vers le chien et dit quelque chose sur la légitime défense, comme si le mot lui-même pouvait rendre la cruauté légale. Leur attention fixée sur le berger allemand à l'intérieur, attendant qu'il bondisse, qu'il aboie, pour leur donner le moment dont ils avaient faim. Mais le chien ne se produisit pas. Ranger resta immobile au début, puis souleva lentement sa tête. Son pelage, autrefois noir et feu brillant, était terni et inégal. La fourrure le long de son cou emmêlée là où la corde avait frotté trop longtemps. Du gris saupoudrait son museau, lui donnant l'allure d'un vieux soldat qui avait assez vu. Une oreille portait une fine cicatrice, une ligne pâle qui parlait d'un passé gagné à la dure. Ses yeux ambres étaient clairs et intelligents, et ils ne se fixèrent pas sur les garçons. Ils allèrent plutôt vers l'homme se tenant à quelques pas. L'homme ne se précipita pas en avant. Il ne cria pas ni ne menaça. Il choisit quelque chose de plus dur. Il choisit le contrôle. Il se tint les pieds plantés, les épaules détendues, les mains ouvertes sur les côtés. Le soleil fit ressortir les angles de son visage, la mâchoire forte, la barbe taillée, la faible cicatrice le long d'un sourcil qui suggérait une histoire qu'il n'avait jamais racontée. À 35 ou 36 ans, il se tenait avec l'économie tranquille de quelqu'un qui avait appris le coût du mouvement gaspillé. Il parla doucement, pas avec des phrases complètes, mais avec un rythme qui portait la mémoire dans sa cadence. Phrases courtes, ton doux, pause placée juste comme il faut. Pour quiconque d'autre, cela aurait pu ressembler à des murmures. Pour Ranger, c'était une bouée de sauvetage. La respiration du chien ralentit. Le tremblement dans sa patte arrière s'apaisa. Il ne montra pas les dents, il n'aboya pas. Il regarda seulement l'homme avec une intensité qui ressemblait à une question façonnée en silence. « Est-ce vraiment toi? » L'effet fut immédiat et exaspérant. Sans le spectacle de la peur, les garçons sentirent quelque chose leur échapper des doigts. Leurs rires s'aiguisèrent, devinrent plus forts, plus méchants, essayant de forcer une réaction qui ne viendrait pas. L'un d'eux frappa le béton près de la cage. Un autre fit résonner les barreaux plus fort. Le téléphone continua d'enregistrer, mais il n'y avait rien qui vaille d'être posté, rien qui les ferait paraître puissants. Le calme les déconcerta plus que n'importe quel grognement n'aurait pu le faire. De la porte de la cuisine, June regardait, la gorge serrée.
où elle pouvait voir la façon dont la mâchoire de l'homme se tendait et se relâchait, l'effort qu'il fallait pour rester immobile. Elle pouvait voir les yeux du chien ne jamais le quitter. Le monde semblait se rétrécir à cette ligne de vue. Un mince fil de confiance s'étendait à travers un espace chaud et hostile. Puis, juste au moment où la tension atteignait un point de rupture, une voiture de patrouille passa devant l'entrée du terrain. Elle ne s'arrêta pas. Elle n'alluma pas ses lumières. Elle ralentit simplement, les pneus crissant doucement, la tête du conducteur tournant juste assez pour saisir la scène. La voiture continua sa route, disparaissant dans la rue, mais elle laissa quelque chose derrière elle. Une pause, un sentiment d'être vu. Les garçons remarquèrent. Leurs voix baissèrent pendant une demi-seconde avant de remonter. La bravade se précipitant pour combler le vide. Le chef se moqua, agitant la main de manière désinvolte, comme si l'autorité était un inconvénient qu'il pouvait écarter d'un haussement d'épaule. Pourtant, ses yeux suivirent la voiture plus longtemps qu'il ne l'avait voulu, et son sourire se crispa. Même les gens nés dans le privilège comprennent le langage de l'avertissement quand il est parlé assez clairement. L'homme sentit le changement aussi. Il ne se rapprocha pas de la cage. Il ne recula pas. Il attendit. À attendre l'avait gardé en vie avant, lui avait appris que le temps, quand géré correctement, pouvait être un outil plus tranchant que la force. Il continua de parler dans ce rythme bas et régulier, ancrant le chien dans le son et la présence. La queue de Ranger donna un petit coup incertain contre le sol de la cage, puis s'immobilisa. C'était suffisant. Les minutes traînèrent. Le soleil monta. La sueur battait sur des fronts qui n'avaient jamais appris la patience. Sans aucune récompense à obtenir, l'intérêt des garçons diminua. La moquerie devint paresseuse. L'un d'eux suggéra de passer à autre chose. Un autre jura et repoussa la cage vers la porte de stockage, le métal raclant le béton avec un son qui fit tressaillir June. Ils repoussèrent la cage à l'intérieur, des rires traînant derrière eux comme des gaz d'échappement. Leur téléphone s'abaissant déjà alors qu'ils cherchaient la prochaine distraction. Le chef lança à l'homme un regard par-dessus son épaule, une promesse enveloppée dans un sourire narquois, puis disparut dans l'éblouissement du parking. Ce n'était pas une fin. C'était un ajournement. À l'intérieur du restaurant, l'air parut soudain plus lourd. L'homme suivit la cage juste assez loin pour rester à la vue du chien, prudent de ne pas toucher les barreaux, prudent de ne donner d'excuses à personne. Il se tint prêt, assez près pour que Ranger puisse le voir clairement, assez près pour que la respiration du chien reste régulière. Autour d'eux. Le restaurant reprit ses petits bruits, le sifflement de la machine à soda, le bruissement des sacs en papier, comme si rien ne s'était passé du tout. June laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Son téléphone vibra une fois dans sa poche, une réponse au message qu'elle avait envoyé. Elle ne le lut pas encore. Elle n'en avait pas besoin. Ce qui importait était qu'elle n'avait pas détourné le regard cette fois. L'homme resta où il était, le corps lâche mais alerte, les yeux suivant chaque mouvement près de la porte de stockage. Ranger se recoucha, le menton posé sur ses pattes, le regard ne quittant jamais l'homme. Dehors, la rue continua. Mouettes criant au-dessus, le soleil brûlant sur Cedar Bay, avec la même indifférence qu'il avait toujours eue. Quelque part au-delà des murs, la voiture de patrouille continua sa route, sa présence persistant comme un œil ouvert qui pourrait revenir. La clinique de vétérinaire se trouvait près des quais, un bâtiment bas délavé par le soleil coincé entre un magasin d'appât et un fleuriste fermé, dont l'enseigne promettait encore des roses que personne n'achetait plus. L'air sentait l'iode et l'eau salée, un étrange confort, comme de la médecine mêlée de mémoire. L'homme porta Ranger à l'intérieur sans hâte, les bras fermes, prudent de ne pas secouer le corps raidi pressé contre sa poitrine. Ranger était lourd de cette manière particulière. Seuls les animaux fatigués le sont, poids remplis, pas seulement de muscles et d'os, mais de jours qui s'étaient trop appuyés sur lui. Ses oreilles étaient rabattues, pas de peur cette fois,
mais d'épuisement, et ses yeux ambres restèrent ouverts, suivant le visage de l'homme comme s'il craignait que les fermés ne fassent tout disparaître à nouveau. La Dreux Helen sortit de l'arrière-salle au moment où elle les vit. Elle avait la cinquantaine, de taille moyenne, avec des cheveux blonds cendrés coupés juste sous le menton, pratique et un peu inégaux de les avoir coupés elle-même. Sa peau portait les lignes douces de quelqu'un qui souriait souvent, mais dormait légèrement, et ses yeux étaient vifs sans être méchants. Des années de traitement d'animaux blessés lui avaient appris à lire les corps rapidement et les gens plus lentement. Elle ne demanda pas d'explication tout de suite. Elle leur fit simplement signe d'entrée, la voix calme, les mouvements précis. « Mettez-le ici, dit-elle, déjà en train d'enfiler des gants. Nous allons y aller étape par étape. » Ranger accepta la table d'examen avec une dignité lasse, les pattes rentrées près, la respiration superficielle mais régulière. Quand la Dreux Helen passa des mains expertes le long de ses côtes, sa bouche se crispa juste d'une fraction. Elle nota la déshydratation, la perte de poids, les vieilles cicatrices cachées sous un pelage clairsemé. Il y avait des marques qui racontaient des histoires qu'elle n'avait pas besoin de dire à voix haute. Brûlures de cordes à moitié guéries, échymoses trop récentes pour être ignorées. « Il est plus âgé, » dit-elle doucement. Pas comme une plainte, mais un fait. 8, peut-être 9. Cœur fort, cependant. Il a été entraîné. Il sait comment se tenir. Elle leva les yeux vers l'homme. Cet entraînement l'a sauvé. L'homme hocha la tête une fois. Il ne fit pas les 100 pas. Il se tint là où Ranger pouvait le voir, les doigts reposant légèrement sur le bord de la table, s'ancrant en restant présent. Son visage était immobile, mais quelque chose vacillait derrière ses yeux. Une fureur contenue, tempérée par la discipline. Il avait déjà vu la cruauté. Ce qui le troublait maintenant n'était pas son existence, mais sa désinvolture. La Dreux Helen termina le premier tour de contrôle et se redressa, retirant ses gants. « C'était un chien de travail, dit-elle, la certitude dans son ton. Force de l'ordre ou militaire? Quelqu'un a essayé de le transformer en accessoire. » Elle secoua la tête. Des animaux comme ça n'oublient pas leur but. C'est pourquoi ils souffrent en silence. La nouvelle voyagea plus vite que la marée. Au moment où Ranger fut installé sous une lumière chauffante, une perfusion goûtant régulièrement à sa patte, la vidéo de June avait déjà trouvé son chemin hors de son téléphone et entre les mains de quelqu'un qui savait comment faire regarder les gens. June elle-même arriva peu après, toujours dans sa chemise de travail, les cheveux s'échappant de son chignon, le visage pâle, mais déterminé. Elle se tenait maladroitement près de l'embrasure de la porte, les mains jointes, incertaine si elle y avait sa place. L'homme rencontra ses yeux et fit un petit signe de tête, une reconnaissance sans gratitude exprimée à voix haute. Elle déglutit et hocha la tête en retour. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids inconnu d'avoir fait de la bonne chose. Le quartier répondit à ses propres manières silencieuses. Une femme âgée de 2 rues plus loin apparut avec un sac de gaz qu'elle avait gardé depuis l'accident de pêche de son mari il y a des années. Ses cheveux gris épinglés proprement, son sourire sec. « Ne jetez jamais de bons pansements, dit-elle, comme si c'était le moment le plus naturel du monde. » Un autre voisin déposa de l'eau en bouteille. Un autre laissa une couverture pliée soigneusement sur la chaise de la clinique. Personne ne fit de discours. Il n'en avait pas besoin. Dans les petites villes, les gestes parlent plus fort que les déclarations. Tout le monde n'était pas solidaire. Les messages commencèrent avant le coucher du soleil. Le téléphone de l'homme vibra de messages de numéros inconnus, menaces à peine voilées déguisées en confiance, mentions d'avocats, de parents influents, d'argent qui pouvait faire disparaître les problèmes. Il ne répondit pas. Il sauva tout. Capture d'écran, horodatage. Il gardait ses notes concises et exactes. La façon dont il avait autrefois enregistré les détails après des missions quand la précision importait plus que l'émotion. Le calme ne signifiait pas passif.
Le calme signifiait préparer. Ranger dormait, la poitrine montant et descendant dans un rythme lent et régulier. Occasionnellement, ses pattes tressautaient comme s'il courait dans un rêve que lui seul pouvait voir. L'homme s'assit à proximité, le dos droit dans une chaise pliante qui grinçait quand il bougeait. Il regardait la perfusion goûtée et les mouvements subtils des oreilles de Ranger, trouvant du réconfort dans les petits signes de vie, retournant à l'équilibre. Ladra Helen se déplaçait silencieusement dans la pièce, ajustant les réglages, vérifiant les signes vitaux, sa présence stable et rassurante. « Il aura besoin de temps », dit-elle doucement. « Nourriture, eau, patience et cohérence. » Il vous répond. Cela compte. Dehors, le ciel s'assombrit en un violet contusionné, les quais se calmant alors que les bateaux rentraient pour le soir. Cedar Bay bourdonnait de conversations étouffées. Les gens parlaient aux tables de cuisine et par-dessus les clôtures, les voix baissées mais intenses. L'histoire avait déjà changé de forme d'une blague filmée à quelque chose qui rendait les gens mal à l'aise d'une manière que les blagues ne devraient jamais faire. Les enfants posaient des questions pour lesquelles leurs parents n'avaient pas préparé de réponse. Certains adultes sentirent un éclair de honte pour les fois où ils avaient détourné le regard. D'autres sentirent une colère qu'ils attendaient de justifier. L'homme sortit une fois, respirant l'air rafraîchissant, laissant le sel piquer ses poumons. Il s'appuya contre le mur de la clinique, les yeux sur l'horizon, écoutant les mouettes s'installer pour la nuit. Son reflet dans la fenêtre semblait plus vieux qu'il ne se sentait, les lignes autour de ses yeux plus profondes sous la lumière dure. Il pensa à toutes les fois où il avait choisi la retenue, à tous les moments qui avaient façonné ce choix. La violence était facile, les conséquences étaient plus dures. Il avait l'intention de vivre avec le second. À l'intérieur, June s'assit à côté de la femme âgée, les deux regardant Ranger dormir. « Il n'a pas fait un bruit », murmura June, la voix épaisse. « Pas une seule fois. » La femme hocha la tête. « Les plus forts le font rarement, dit-elle. Ils gardent leur souffle pour vivre. » June s'essuya les yeux, embarrassée par les larmes, et redressa ses épaules. Elle pensait déjà à demain, à ce que cela signifierait de continuer à voir, même quand cela lui coûterait son confort. Alors que la nuit s'installait pleinement, les messages devinrent plus silencieux, puis s'arrêtèrent, remplacés par le silence inquiet des gens recalculant leurs options. L'homme tourna son téléphone face cachée et se concentra sur Ranger, qui remua et ouvrit un œil, le fixant d'un regard qui tenait de la reconnaissance et quelque chose proche du soulagement. L'homme tendit la main, posant sa main juste assez près pour que Ranger sente la chaleur sans tressaillir. « Tu es en sécurité », dit-il, pas comme une promesse, mais comme une déclaration qu'il avait l'intention de rendre vraie. Le terrain vague se trouvait à 2 pâtés de maisons du littoral, un carré oublié de béton fissuré et d'herbes têtues qui refusaient de mourir. De jour, il semblait inoffensif, même terne. De nuit, sous la lueur ambre des lumières de porches et des lampadaires, il devint quelque chose d'autre entièrement. Un endroit où les vérités n'avaient nulle part où se cacher. L'homme le choisit soigneusement. Il avait appris il y a longtemps que la confrontation ne nécessitait pas de points, seulement des témoins. Ranger était plus fort maintenant, bien qu'encore mince le long des côtes. Son pelage noir et feu avait commencé à retrouver un éclat atténué, les cicatrices ne criant plus pour l'attention, mais toujours visibles pour quiconque savait regarder. Il marcha à côté de l'homme d'une démarche mesurée, la tête de niveau, la queue basse mais stable. Il n'y avait aucune agression en lui, seulement une vigilance, le genre qui venait d'années d'entraînement et d'une vie qui lui avait appris que le silence était plus sûr que la protestation. L'homme ajusta la laisse une fois, un petit geste, pas de contrainte, mais de réconfort. June arriva la première, se tenant près du bord du terrain avec son téléphone tenu près de sa poitrine. Elle portait maintenant un jean et un sweat à capuche délavée, ses cheveux bruns lâches autour de ses épaules, la faisant paraître plus jeune que ses 24 ans,
et plus âgée en même temps. La semaine depuis la clinique avait changé sa posture. Elle se tenait plus droite, les yeux plus clairs. La peur n'avait pas disparu d'elle, mais elle ne dirigeait plus ses mouvements. Elle vérifia l'angle de sa caméra, hocha la tête une fois à l'homme et prit sa place sans un mot. L'agent Daniel Ruiz arriva ensuite, garant sa voiture de patrouille en face de la rue sans lumière ni sirène. Il avait la quarantaine, grand et mince, avec un visage buriné par le soleil qui portait les lignes tranquilles de la déception gagnée au fil des années de travail. Ses cheveux foncés étaient coupés courts, tachetés de gris aux tempes, et son uniforme lui allait comme quelque chose qu'il portait par devoir plutôt que par fierté. Daniel avait grandi à Cedar Bay. Il savait quelles lois étaient appliquées bruyamment et lesquelles étaient autorisées à s'estomper. Il était resté quand même croyant, peut-être obstinément, que la présence importait toujours. Ce soir, il se tenait les bras lâchement croisés, les yeux scrutant les ombres, attendant. Plus de gens vinrent, pas dans la hâte, pas ensemble. Une femme monta sur son porche de l'autre côté de la rue, grande et mince, avec une peau teintée d'olive et des cheveux foncés tirés en une queue de cheval basse, striés de gris prématuré. Sarah Delgado avait tenu le bord du coin pendant près de 20 ans, sa vie façonnée par les nuits tardives et le chagrin précoce. Un vol qui avait mal tourné avait pris son jeune frère une décennie plus tôt, la laissant avec une compréhension aiguë de la façon dont la violence résonnait longtemps après que le bruit se soit arrêté. Elle s'appuya contre sa rampe maintenant, les bras croisés, regardant avec un calme qui venait d'avoir survécu à pire. Un couple de retraités apparut à côté, se tenant de la main. Un adolescent traîna près d'une boîte aux lettres, faisant semblant de faire défiler tout en enregistrant. Les lumières des porches s'allumèrent une par une, comme des étoiles répondant à un signal. Personne ne cria, personne n'appela. Le terrain se remplit d'un autre genre de foule, pas une affamée de spectacle, mais une refusant de disparaître. Le groupe de jeunes hommes arriva tard, les moteurs vrombissant plus fort que nécessaire. Ils étaient 4, tous au début de la vingtaine, polis et confiants de la manière dont l'argent respire souvent. Polos toujours net, montre captant la lumière, chaussures trop propres pour le sol sur lequel il marchait. Le chef se déplaçait avec une aisance exagérée, le menton levé, sourire acéré. Son visage était lisse, non marqué par le travail ou l'inquiétude, les yeux froids avec la conviction que les conséquences appartenaient à d'autres personnes. Il jeta un coup d'œil autour, se moqua. « Tu pensais que tu avais dit que cet endroit était vide ?» murmura-t-il à l'un de ses amis. L'homme s'avança, Ranger à ses côtés. Il ne bloqua pas leur chemin. Il n'éleva pas la voix. Il se tint simplement là où il pouvait le voir clairement. « Vous vouliez le chien, dit-il d'un ton égal. Le voici. » Ranger n'aboya pas. Il regarda le jeune homme avec le même regard fixe qu'il avait offert dans la cour des jours plus tôt. Une présence qui se sentait inconfortablement comme un jugement. Les téléphones montèrent plus haut. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Le sourire du chef vacilla, puis revint cassant. « Tu penses que ça nous fait peur, dit-il, faisant un geste autour. Ces gens n'ont pas d'importance. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, laids et exposés. Sarah déplaça son poids et parla alors, la voix portant sans effort. « Nous avons de l'importance quand nous regardons, » dit-elle. Ce n'était pas un défi, c'était un fait. Quelques personnes hochèrent la tête. Quelqu'un murmura son accord. Les yeux du chef clignèrent vers le son, calculateur, perturbé. L'agent Ruiz s'avança enfin. « Ceci est votre avertissement, » dit-il calmement. « Vous avez été enregistré. Menaces, harcèlement, cruauté envers les animaux. Vous partez maintenant ou nous passons à l'étape suivante. » Il ne tendit pas la main vers sa radio. Il n'en avait pas besoin. La foule elle-même était devenue un levier. L'un des jeunes hommes, le plus calme, à peine plus qu'une ombre derrière les autres, changea nerveusement de position. Il était plus mince que les autres. Les cheveux coupés trop courts,
les yeux fuyants. Il avait été celui qui ne riait jamais le plus fort, celui qui suivait au lieu de diriger. Son regard s'attarda sur Ranger, puis tomba. La laisse tinta doucement tandis que Ranger ajustait sa posture, pas agressif, simplement présent. Le chef se moqua à nouveau, mais le son manquait de conviction. « Ce n'est pas fini », claque-t-il reculant. Ses amis hésitèrent, puis suivirent, les moteurs rugissant alors qu'ils se retiraient dans la nuit. Personne n'acclama, personne ne chassa. Le terrain expira comme un seul. Le silence s'installa, lourd mais propre. June baissa son téléphone, les mains tremblantes maintenant que le moment était passé. Elle rit une fois, essoufflée, puis pressa ses lèvres l'une contre l'autre pour ne pas pleurer. Sarah traversa la rue et posa une main brièvement sur l'épaule de l'homme, un geste de solidarité, pas de gratitude. L'agent Ruiz hocha la tête, prenant une note mentale des visages, des heures, des détails, responsabilité, pas vengeance. Ranger s'assit quand l'homme s'arrêta, posture calme, oreille détendue. La foule commença à s'éclaircir, les gens retournant chez eux, les lumières des porches s'éteignant une par une. Mais quelque chose avait changé. Les portes ne claquèrent pas, les rideaux restèrent ouverts. La rue se sentit différente, comme si elle s'était souvenue d'une version plus ancienne d'elle-même. L'homme s'agenouilla et posa son front légèrement contre celui de Ranger. Un moment privé dans l'espace public. « Bien », murmura-t-il. Pas de louange, juste une reconnaissance. La queue de Ranger battit une fois, lente et délibérée. Le matin arriva comme il le faisait souvent à Cedar Bay, tranquillement avec la lumière glissant sur les murs de stock et le doux tintement des drisses à la marina. La tension de la nuit n'avait pas disparu, mais elle s'était amincie comme le brouillard se levant de l'eau. L'homme marcha avec Ranger le long de la digue à l'aube, gardant le rythme lent. La démarche de Ranger était plus régulière maintenant, toujours prudente, toujours mesurée, mais plus hésitante. Son pelage noir et feu attrapa le soleil matinal, et la poussière d'argent sur son museau se portait comme une médaille gagnée plutôt qu'un défaut. Il s'arrêta une fois pour renifler la brise salée, les oreilles se levant, les yeux clairs. L'homme attendit. La guérison, il l'avait appris, ne pouvait être précipitée. La preuve fit son travail sans spectacle. La vidéo de June, courte, stable, non éditée, voyagea avec un élan qui ne nécessitait pas de commentaires. Des captures d'écran de messages suivirent, chacune horodatée, chacune sauvegardée avec la précision calme que l'homme avait pratiquée pendant des années. Des déclarations vinrent ensuite, pas des confessions dramatiques, juste des vérités simples offertes par des voisins qui avaient décidé que se lever n'avait pas besoin d'être bruyant pour être efficace. L'agent Ruiz collecta tout, son expression stable, sa voix égale. Il avait déjà vu des cas s'effondrer sous la pression. Celui-ci tint parce qu'il était partagé. Les parents arrivèrent dans différentes voitures à différents jours, tous portant la même contenance serrée. Le pouvoir, lorsqu'il était confronté publiquement, avait tendance à parler doucement et à demander de l'intimité. Il ne l'obtint pas. Les pénalités vinrent mesurées et inévitables. Ordonnances restrictives, amendes, conseils obligatoires, discipline institutionnelle qui ne pouvait pas être expliquée. Il n'y eut pas de discours, pas de photos triomphantes, juste des conséquences appliquées sans fioriture. Le chef du groupe ne s'excusa pas. Il n'en avait pas besoin. L'un des autres, le plus calme avec des yeux qui ne rencontraient jamais tout à fait ceux de personne, le fit. Il demanda à parler à l'homme dans le petit hall du bâtiment municipal où l'air sentait légèrement le nettoyant au citron et le vieux papier. Il était plus jeune de près qu'il n'avait paru sous les lumières des porches. Les épaules affaissées, la voix mince. « Nous l'avons fait parce que nous voulions de l'attention, dit-il, fixant le sol, parce que rien d'autre ne nous faisait nous sentir vus. » L'homme écouta sans interrompre. Quand le garçon eut fini, l'homme hocha la tête une fois. « L'attention ne vient pas de faire du mal à ce qui ne peut se défendre, dit-il.
Elles viennent de choisir mieux quand personne ne regarde. Il ne pardonna pas sur commande. Il ne condamna pas. Il fixa une limite et la laissa là. La récupération de Ranger se déroula par de petits pas fidèles. La Dr. Helen ajusta son régime et loua sa patience. Ses cheveux blonds cendrés glissaient derrière une oreille tandis qu'elle vérifiait ses progrès. « Le soleil aide, dit-elle avec un léger sourire. La routine aussi. » Ranger apprit la nouvelle routine rapidement. Promenade matinale, repos de midi, exercice doux près de l'eau, où le sol était indulgent et la brise portait une promesse de fraîcheur. Chaque jour, son pelage devint plus brillant. Chaque jour, ses yeux s'adoucirent. Les cicatrices ne disparurent pas. Elles n'avaient pas besoin de disparaître. June remit sa démission au restaurant sans cérémonie. Elle plia son tablier soigneusement et remercia son gérant, qui parut soulagé et surpris tout à la fois. Une semaine plus tard, elle se tenait dans l'arrière-salle de la clinique, les manches retroussées, les cheveux épinglés, apprenant à lire des graphiques et à mélanger des solutions. Elle se déplaçait avec soin, une confiance tranquille s'installant dans ses os. Quand Ranger remua la queue vers elle, hésitant mais chaleureux, elle rit, un son qui la surprit autant que n'importe qui. « Je pense que je suis là où je suis censé être, » dit-elle, et le pensait. De l'autre côté de la rue de la clinique, une femme âgée nommée Margaret, mince comme un roseau, les cheveux blancs tressés le long de son dos, ouvrit sa porte et déposa une cage de transport. À l'intérieur se trouvait un chat tigré gris avec une moue permanente et une oreille déchirée, les yeux vifs de scepticisme. « Il n'aime pas les gens, » annonça Margaret, le menton levé, ce qui signifie qu'il s'intégrera parfaitement. Le chat regarda Ranger avec dédain, puis tourna la tête satisfait. Margaret sourit, les rides autour de ses yeux s'accentuant. « La vie a besoin d'un peu d'humour, dit-elle. Cela empêche l'amertume de s'installer. » L'idée de l'homme prit forme sans fanfare. Cela commença comme une simple promenade. 2 tours du parc à marée basse, une invitation ouverte affichée sur un tableau de liège près de la jetée. Le panneau disait « Groupe de marche gratuit, chien bienvenu humain aussi ». Sarah Delgado apporta une table pliante et une glacière d'eau, sa grande silhouette élancée se déplaçant avec une grâce efficace. Le gris prématuré à ses tempes attrapa la lumière, un témoignage d'années passées à choisir la constance plutôt que la rage. Elle ne fit pas de discours. Elle salua les gens par leur nom. Le premier après-midi attira une poignée de voisins plus âgés, quelques chiens anxieux, et une enseignante à la retraite qui admit qu'elle n'avait marché nulle part sans peur depuis des années. Ranger gisait sous un palmier, regardant. Quand un épagnol nerveux fit un pas en arrière, Ranger se déplaça juste assez pour modeler le calme. Quand un homme aux mains tremblantes s'arrêta, Ranger attendit. Le groupe apprit ensemble. Le rythme importait, la patience aussi. La nouvelle se répandit comme les bonnes choses le font parfois. Lentement au début, puis tout à la fois. À la 2e semaine, le parc se remplit d'un rythme tranquille. Laisse enroulées autour des poignets, chaises installées à l'ombre. Les conversations se poursuivirent sans urgence. Ranger devint l'encre, gisant sous un soleil tacheté tandis que l'homme démontrait des signaux doux, ne levant jamais la voix, ne se précipitant jamais. Les enfants s'approchèrent avec des pas prudents et des mains plus douces. Les parents expirèrent. La lumière de l'après-midi devint miel. La queue de Ranger tapota l'herbe dans un rythme lent et content, comme une horloge qui mesurait la paix plutôt que le temps. L'homme s'assit à proximité, le chapeau incliné bas, regardant la marée se retirer du rivage. Il pensa aux cages et au silence, au coup de détourner le regard. Il pensa au choix que la ville avait fait de se tenir ensemble sans cruauté et sans spectacle. Cedar Bay apprit quelque chose d'ordinaire et de difficile. La justice ne nécessitait pas de crier. La guérison ne nécessitait pas d'oublier. Quand les gens se tenaient ensemble, le soleil fit plus que réchauffer le sol. Il révéla ce qui avait été caché et il fit de la place pour ce qui venait ensuite.
Parfois, Dieu n'envoie pas de miracles enveloppés de tonnerre ou de feu. Parfois, il les envoie tranquillement par le courage qui refuse de détourner le regard, par la gentillesse qui choisit de se tenir debout, par un cœur assez courageux pour en protéger un autre. Dans cette histoire, le miracle n'était pas seulement un chien sauvé ou un homme brisé apprenant à respirer à nouveau. Le miracle était une communauté qui se souvenait qui ils étaient quand ils cessèrent d'être silencieux. Le miracle était l'amour revenant aux endroits où la peur avait autrefois vécu. Dans nos propres vies, nous pourrions ne jamais affronter de cage ou de brute en plein soleil. Mais nous affrontons tous des moments où rester silencieux semble plus facile que de faire ce qui est juste. Que cette histoire vous rappelle que Dieu travaille toujours dans ces moments, dans la patience, dans la compassion, dans le simple acte de défendre les sans-voix. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez ou ce que cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de foi, de courage, de guérison et d'amour. Que Dieu vous bénisse, vous protège et marche à vos côtés dans chaque bataille tranquille que vous affrontez.